rigolo. Aux États-Unis, on estime qu'il y aurait plus de 280 millions d'armes à feu sur le territoire. Les propriétaires, des hommes, mais aussi de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, 2 Américaines sur 10 possèdent au moins une arme à feu. Un phénomène qui n'existait pas il y a encore 30 ans. Je ne suis pas très fan des bijoux. J'en ai très peu et je ne les porte pas souvent. Par contre, on collectionne les armes. C'est un truc de famille. Et on aime tirer sur les cibles. Le droit de porter une arme est garanti par le 2e amendement de la Constitution, instauré en 1791 par James Madison après la guerre d'indépendance. La libre circulation des armes était l'une des premières revendications des révolutionnaires. Et même si le temps de la guerre est révolu, pour bon nombre d'Américains et d'Américaines, détenir une arme reste un droit inaliénable, aussi important que la liberté de religion ou d'expression. Nous sommes pour les armes et nous en portons tout le temps. Suis-je censé dire pro ou anti? Pro. Pro. Paradoxalement, alors que le taux de criminalité est en baisse depuis 2005, les ventes d'armes ne cessent d'augmenter. Le sujet divise profondément la société américaine. Les pro-armes d'un côté, les anti-armes de l'autre. Conséquence, chaque État a une législation propre pour réglementer l'achat ou le port d'une arme. Des lois plus souples dans les 27 États en rouge sur cette carte, plus répressives dans les 23 autres en gris. L'Amérique est coupée en deux. De plus en plus d'Américaines considèrent qu'être armée, c'est être libre. Elles sont célibataires, mères de famille ou retraitées. Pour elles, acheter un revolver est aussi naturel que d'acheter de la lessive. Certaines sont même de véritables passionnées. Oui, ça fait longtemps que je fais des économies. Je me suis beaucoup privée pour pouvoir m'acheter l'arme que je voulais. Quelles sont leurs motivations et de quoi ont-elles peur? On peut être en danger à n'importe quel moment. Du coup, j'ai toujours mes armes sous la main. Comment les puissants lobbies de fabricants d'armes font-ils pour les rallier à leur cause? En voici une qui plaît beaucoup aux femmes. Parce qu'elle est rose, évidemment. Aux 4 coins des États-Unis, nous avons rencontré ces femmes qui revendiquent le droit d'être armées. Une route désertique, un air de Far West, nous sommes au cœur du Texas. Direction le Wire Ranch. Ici, aucune ville à moins de 200 km à la ronde. Ces femmes qui descendent de ce bus sont femmes au foyer, businesswoman ou même grand-mère. Elles sont toutes membres du Diva Wow, un club pour les amoureuses de la vie sauvage. Leur but, s'amuser entre filles le temps d'un week-end. Je l'adore. C'est mon sac. Et elles ont décidé de jouer le jeu à fond. Vêtements, chapeaux, bijoux, il y a de l'imprimé léopard partout. Ah, ça, c'est mon arme. Un fusil. Aujourd'hui, c'est l'accessoire le plus important pour que le week-end soit réussi. Et elles ont toutes apporté le leur. C'est bon, j'ai trouvé mon fusil. Rangés dans ces luxueuses housses de protection, des fusils 22 longs rifles. Et dans ces sacs à main de marque, des pistolets. Bonjour, moi c'est Denise. Je suis tellement contente que vous ayez pu venir. Denise a 53 ans, elle est femme au foyer. C'est une cliente régulière des week-ends entre divas. Alors aujourd'hui, elle s'est portée volontaire pour accueillir les nouvelles participantes. Vous êtes dans la chambre longue horn avec Sam. On a un mec dans notre chambre? Non, Sam, c'est pour Samantha. Elle est super. Vous allez l'adorer. Elle est vraiment sympa. L'ambiance est bon enfant, on se croirait presque dans une colonie de vacances. Allez poser tout ça dans vos chambres. Denise va partager sa chambre avec Kelly. Elles doivent vite ranger leurs affaires avant le repas du soir. Oh mon Dieu, cette chambre est trop chouette. C'est ravissant. Ces femmes ont payé 500 $ tout compris pour le week-end. Oh, c'est superbe. Je l'adore. Pendant 48 heures, ces 50 femmes vont lâcher mari, enfants et travail pour s'adonner à leur passion,
le maniement des armes. On va s'éclater. Kelly est avocate, elle a 37 ans. C'est aussi une habituée des week-ends entre divas. En fait, je viens ici une fois par an. C'est quelque chose qui nous soude avec les filles. Cette arme est loin d'être aussi précieuse pour moi que mes pistolets. Mais c'est amusant de s'en servir pour le week-end. Ça, c'est mon Beretta 391. Il m'a beaucoup aidé à améliorer mon tir. Je me sens en sécurité quand je tire avec parce qu'il est très facile à utiliser. J'ai dû tirer une centaine de fois avec et je n'ai jamais senti le recul ou une douleur. Même pour dormir, la nuisette est dans le ton léopard. Bienvenue au safari! Allez, viens, on va déjeuner. Dans quelques heures, ces mères de famille ultra lookées vont se transformer en redoutables pros de la gâchette. Judy est responsable des animations. Son rôle, s'assurer que toutes ces femmes vont passer un bon moment, mais surtout qu'elles retourneront à leur vie de citadine avec l'envie de transmettre leur passion pour le tir. Notre association est le plus grand rassemblement de femmes au monde qui se déroule en pleine nature. Nous pensons qu'en faisant ces rassemblements à l'extérieur, les femmes voudront un jour amener leurs enfants. C'est pour ça que nous venons ici, pour qu'elles puissent passer de bons moments à s'entraîner à tirer. Après, elles peuvent pratiquer chez elles et initier leurs enfants au tir. Nous faisons ça pour que nos traditions ne disparaissent pas. Parce que nous avons déjà perdu 2 générations de tireurs. Alors nous nous battons pour que ça ne se reproduise plus. Chasser ou s'entraîner au tir est une tradition solidement ancrée dans le folklore américain. À l'époque de la conquête de l'Ouest, quand le pays n'était encore qu'une vaste étendue sauvage et hostile, les colons armés de leurs fusils découvraient peu à peu cette terre promise. Ils gagnaient leur liberté, tout comme ces femmes s'apprêtent à le faire aujourd'hui, à leur façon. J'ai plusieurs armes chez moi, des carabines, des fusils, des pistolets. Pour ce week-end, j'ai apporté 2 calibres, 20 et 28. Je fais partie des divas depuis 7 ans et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance. J'aime bien venir tirer et être entre copines sans mon mari. Mon père, nous vous remercions pour cette journée. Merci de nous avoir réunis tout ensemble au Wyo Ranch. Nous vous demandons de protéger les femmes qui partiront à la chasse demain matin pour tirer avec leurs armes à feu afin de passer un bon moment ensemble. Nous vous honorerons dans chacune de nos actions. Bon, profitez-en bien, et si vous avez quelque chose à redire, vous allez la voir elle, pas moi. Pour ces femmes, être libre, c'est s'affranchir de toutes leurs contraintes quotidiennes. Et ça commence ici, en pleine nature. I don't know, but I've been told. Divas roll and here we go. Sound off. 1, 2. On forme un groupe de femmes très soudées. On se soutient beaucoup entre nous. Ici, il n'y a personne pour nous dicter tout le temps ce que nous devons faire ou comment nous devons le faire. Entre femmes, on se comprend et on s'entraide beaucoup. C'est ce qui est vraiment agréable, parce que quand il s'agit de nous apprendre à tirer, nos maris ne savent vraiment pas bien s'y prendre avec nous. Mais quand ça vient d'une femme, ça passe mieux. Mesdames, mettez-vous en position. Toutes les participantes savent déjà utiliser une arme à feu. Par petits groupes de 6, elles vont se répartir sur différents postes de tir. Une lance automatique propulse des disques d'argile dans les airs. Elles doivent en détruire le plus possible. Jeudi leur distribue des cartons pour compter les points, mais ils ne serviront pas vraiment. Le plus important, ce n'est pas d'être la meilleure au tir. Ce qu'elles sont venues chercher ici, c'est plutôt un sentiment de force, de puissance. J'espère vraiment que les femmes ressentent cette force quand elles tirent. On a des pom-pom girls derrière qui crient quand une diva réussit son tir. Et si elle rate, elle crie quand même. Yeah!
Ce qui est bien chez les divas, c'est qu'il n'y a pas de jalousie et d'histoire comme on le voit souvent dans les groupes de femmes. Ça rend les divas vraiment uniques. On s'amuse, on se soutient l'une l'autre. C'est vraiment un sport atypique. Je ne dirais pas qu'il nous rend agressifs, mais il nous donne beaucoup de puissance. Entre 2 séances de tir, une retouche de rouge à lèvres. Car loin de vouloir imiter les hommes, elles revendiquent haut et fort leur féminité. Pour preuve, leurs tenues et parures. Elles sont intarissables sur le sujet et très fières de leur trouvaille. Ça, c'est la douille et là, c'est la balle. Cette partie est recourbée et elle est emboîtée dans l'autre, avec un petit strass au milieu. Ça forme un calibre 54 transformé en collier. Vous le portez tout le temps? Oui, je le porte à chaque fois que je tire. Et ça, là, c'est une balle de 9 mm. C'est une diva qui les fait avec des douilles qu'elle récupère. Donc c'est du recyclage. Ici, les hommes sont peu nombreux. Ils doivent simplement s'assurer que les divas ont tout ce qu'il faut pour s'amuser, être à leur disposition et intervenir le moins possible. Waouh! De peu! T'y étais presque. J'ai été femme au foyer pendant 20 ans pour m'occuper de mes enfants. Après que ma fille soit partie de la maison, j'ai dû trouver une activité qui me plaise. Et c'est ce que les divas m'ont apporté. L'espace d'un week-end, ces mères de famille modèles se transforment en véritables chasseresses, libérées du carcan familial. Et elles entendent bien transmettre à leurs enfants ces valeurs dont elles ne profitent que maintenant. J'ai une fille, Émilie, qui a 4 ans. Elle a un petit fusil rose et on part à la ferme pour tirer sur des cibles d'argile ou en pierre. Elle adore. Elle est née diva. Le jour où elle est née, elle est devenue une diva junior. Quelques heures plus tard, Judy emmène Suzanne et Marilyn pour une chasse à la colombe, une autre activité proposée ce week-end. Judy n'a pu s'empêcher de coller des strass sur des leurres destinés à attirer les colombes. Qu'est-ce que vous portez? C'est mon gris-gris, mais je ne sais pas si mon guide va aimer. C'est moi qui l'ai fabriqué. Devant ces bijoux improvisés, Marshall le guide est perplexe. Faut le virer, ça. C'est le mien. C'est à moi. T'as combien d'armes là-dedans? Un calibre 20 et un 28. C'est à moi, merci. Personne n'a apporté de siège? Si, moi. Ah, t'es une vénarde. J'adore être en plein air. On a planté le gris-gris. Bonne chance les filles. Pour chasser la colombe, mieux vaut avoir une chaise, car une fois les leurres installés, il faut attendre, parfois longtemps. Elles vont venir. C'est juste une question de temps. Mais ces armes qu'elles utilisent pour tirer des oiseaux ou des cibles d'argile, seraient-elles prêtes à en faire usage dans d'autres circonstances? Suzanne a 49 ans, elle est designer dans la mode. Je ne me suis jamais retrouvée dans une situation où je devais être amenée à tirer sur quelqu'un. Je ne peux pas vous dire si oui ou non je tirerais. Je ne peux pas vous dire comment je réagirais sur le moment. Mais je pense que je suivrai mon instinct. Je ferai ce qu'il faut pour me défendre ou pour protéger mes enfants. Je pense que dans ces moments-là, c'est notre instinct de survie qui parle. Se défendre, un sujet qui fait mouche. Car pour ces femmes, s'entraîner au tir, prendre confiance en elles n'est pas anodin. Pour Marilyn, une banquière de 50 ans, c'est aussi une question de survie.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous armer? Un jour, j'étais dans un parking avec une copine. Et lorsqu'on est descendu de la voiture, on m'a braqué un revolver sur la tempe. C'était 2 mecs. L'un a poussé ma copine dans la voiture. Puis ils nous ont réclamé tous nos bijoux. J'ai répondu « Va te faire foutre avec mes bijoux ». Alors ils m'ont frappé au visage. Ils m'ont cassé le nez, j'ai perdu l'équilibre et ils ont tout pris. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais me retrouver dans une situation aussi dangereuse, de ne plus jamais avoir aussi peur et de ne plus me retrouver sans la possibilité de me défendre. Il est temps de regagner le camp. Mais avant de rentrer, les divas tiennent à immortaliser ce moment de partage par une photo souvenir. Souriez! Sortez vos poitrines! Regardez, il y a une centaine de femmes qui vous commandent. Tenez-vous droite! Et sur la photo, perdu au milieu de ces 50 femmes, un seul homme toléré, leur chauffeur. Hey Benji, qu'est-ce que tu fais sur la photo? J'en sais rien. Il rendra bien sur la photo. Pour finir la journée, Judy a donné rendez-vous aux divas au bord de la piscine. Elle a prévu un défilé de mode très particulier. Le thème, vêtements et accessoires spécial armes. Être à la pointe de la mode et armée, rester sexy et féminine en toutes circonstances, une autre façon d'amener les femmes à se passionner pour les armes à feu. C'est très sexy de porter ton arme sur toi. Et les nouvelles tenues pour pouvoir cacher son arme sont extra. Tu peux aller n'importe où avec, c'est plus facile. C'est très doux, très lisse. En femme d'affaires avisée, Judy a pensé à tout. Elle s'est fait prêter les vêtements par un designer, un des sponsors du club des divas. Si les femmes le souhaitent, elles peuvent acheter les vêtements qui leur plaisent. Je me souviens, avant, on avait des sacs énormes. Il fallait fouiller tout au fond pour trouver son arme. Mais maintenant, on a des housses adaptées. Surtout, ne va pas mettre ton rouge à lèvres dans ta housse à pistolet. C'est clair, moi je l'ai déjà fait et il est resté coincé. Ah ouais? Oui, le rouge à lèvres s'est coincé dans mon pistolet. Tu as fait comment? J'ai dû la porter chez l'armurier. Venez Casey et montrez-nous. C'est une technique pour cacher son arme. Vous l'attachez à votre soutien-gorge au milieu et vous pouvez l'attraper en quelques secondes. Ça s'appelle un flashbang. Des vêtements, des sacs à main ou des soutiens-gorge pour cacher un revolver, on se croirait presque dans un film d'espionnage. Pourtant, aux États-Unis, ces produits dérivés pour femmes représentent un véritable business. Sur Internet, cette future maman a mis au point un étui à revolver qu'elle commercialise. Aujourd'hui, je porte mon revolver Jim Frayne. Je suis enceinte de 8 mois, c'est ce qui explique mon gros ventre. Mais vous voyez, c'est bien caché quand même. Quand vous devez dégainer, vous soulevez, vous tirez là-dessous, et voilà votre pistolet. Bonjour! Je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner des astuces à toutes les femmes. Sur cette autre vidéo, une femme présente toute une panoplie d'étuis pour porter son arme en toute discrétion. C'est difficile de cacher une arme quand on est en jupe ou en robe. Alors, voici l'étui pour la cuisse. Celui-ci, je le porte pour aller à la plage. Et celui-là, je trouve qu'il est parfait pour l'hiver. Et les lobbies, ces groupes puissants qui défendent le droit de chaque citoyen à porter une arme, l'ont bien compris. Pour faire adhérer les femmes à leur cause, ils ont dû s'adapter à leur mode de vie. Sur leur site, on trouve des maillots de bain, des t-shirts et même des vêtements pour bébés, tous marqués de leur logo. Acheter un de ces produits, c'est adhérer à leur idéologie. Une stratégie payante que va nous décrypter Laura Browder, professeure d'université et spécialiste de la question des armes chez les femmes.
Vous savez, les femmes ont vraiment commencé à s'intéresser aux armes à partir des années 80. À cette époque, l'industrie des armes connaissait une baisse de ses ventes et les chasseurs disparaissaient sans être remplacés. Alors, l'industrie a commencé à cibler les femmes en lançant des magazines spécialisés. Les médias étaient très intéressés car les armes au féminin étaient devenues un sujet vendeur. Et comme ces magazines destinés aux femmes se développaient de plus en plus, très vite, des livres ont également été consacrés à ce sujet. En voici un de Paxton Quigley. Elle est aussi là sur la couverture de ce magazine. Son livre s'appelle « Armée et femmes ». Elle a vendu des millions d'exemplaires. Les médias l'ont adorée parce qu'elle expliquait aux femmes que pour éviter de se faire violer, il fallait qu'elles achètent non seulement une arme, mais qu'elles apprennent aussi à s'en servir. Parce que ni la police, ni leur mari ne seraient là pour les protéger. Et que même ce serait peut-être leur mari qui tenterait de les violer. Il fallait donc qu'elles se protègent. Reprendre les codes de la presse féminine, répandre l'idée qu'une femme forte est une femme armée, et les résultats sont là. Depuis 1990, les achats d'armes par les femmes ont augmenté de 20%. Désormais, pistolets, revolvers et fusils font partie intégrante du panier de la ménagère américaine. Pour les industriels des armes, il est très important que chaque membre de la famille ait sa propre arme. Pour eux, les armes renforcent les valeurs familiales et elles ne sont associées ni à la violence ni au crime. Ce magazine du NRA, Femmes en pleine nature, titre sa couverture « Merci maman », avec la photo d'une mère entourée de ses enfants qui portent chacun une arme. Celle-ci est l'une de mes préférées du magazine, intitulée « Les femmes et les armes ». On voit une femme au foyer qui fait ses courses. On a vu cette image des milliers de fois, sauf que là, elle ne va pas au supermarché, elle est dans une armurerie et elle achète des munitions. Et puis là, bien sûr, on dit qu'une arme est un beau cadeau à faire. Ici, on voit une petite fille sous le sapin de Noël qui déballe sa première arme. Nous sommes la NRA. Et la NRA, c'est vous. Derrière ces magazines de propagande, le plus grand lobbyiste pro-armes, la célèbre NRA, National Rifle Association. Depuis 1871, cette association nationale défend le libre commerce des armes à feu. Elle compte 4 millions de membres, dont 25% de femmes. Grâce à sa puissance financière, la NRA joue un rôle majeur dans la politique américaine. De 1998 à 2003, elle était présidée par l'acteur Charlton Heston, une star de l'âge d'or d'Hollywood, le porte-parole rêvé pour la NRA. Ce sont des valeurs sacrées qui résident dans ce morceau de bois et d'acier. Cette arme donne au plus commun des hommes la plus incroyable des libertés. Aujourd'hui, la NRA peut compter sur le soutien inconditionnel d'une autre star, Chuck Norris. Salut, je suis Chuck Norris et je suis ceinture noire de karaté. Si un intrus tentait de pénétrer dans ma maison, je pourrais utiliser mon célèbre coup de pied. Mais je préfère qu'il regarde le canon de mon fusil. D'autres célébrités évoquent publiquement leur attachement à la libre circulation des armes. Parmi elles, Bruce Willis, Clint Eastwood ou Eva Longoria. Et bien que ces stars ne soient pas forcément membres de la NRA, leurs opinions sont largement relayées par les médias. Une image séduisante qui cache un discours radical. Nous avons sollicité la NRA pour une interview, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. C'est finalement un autre lobby pro-armes qui a accepté de nous recevoir. L'association Gun Owners of America en Virginie. 300 000 adhérents. Eric Pratt est le responsable de la communication. Dans ses locaux, il enregistre chaque semaine des vidéos pro-armes qu'il diffuse ensuite sur Internet. Au printemps 2011, le maire de New York, Michael Bloomberg, a sponsorisé une visite à travers le pays pour imposer des restrictions sur le deuxième amendement. Il y a 4 fois plus de morts chaque année causées par des négligences médicales que de morts par arme à feu. Je ne dis pas qu'on doit virer tous les médecins. Je ne dis pas ça. C'est juste que nous vivons dans un monde dangereux. Des gens se noient aussi. Et puis il y a plus d'enfants qui s'étouffent avec de la nourriture que d'enfants tués par arme.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on va interdire les sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. On doit simplement être responsable et faire attention avec les objets dangereux. Et puis, il faut être conscient du nombre de vies sauvées grâce aux armes. 4 000 à 7 000 fois par jour, quelqu'un est sauvé grâce à une arme. Eric Pratt est catégorique. Les armes sauvent plus de vies qu'elles n'en tuent. Et rien ne semble pouvoir ébranler les convictions des puissants lobbies et des fabricants d'armes. En 2005, une nouvelle loi est adoptée en Floride avec le soutien de la toute-puissante NRA. Son nom, Stand Your Ground, en français, Défends ton terrain. Elle autorise toute personne qui se sent menacée à faire usage de son arme, voire à tuer si elle estime être en danger chez elle ou dans un lieu public. Cette loi qui légitime l'autodéfense a été adoptée par 25 États avec quelques variantes et sous des noms différents. On les appelle les Shoot First, on tire d'abord. La Virginie est un des 25 États où la loi Stand Your Ground a été adoptée. Ici, de nombreux habitants possèdent des armes. Nous avons rendez-vous avec Tina, 38 ans. Ancienne policière, ancien agent secret à la Maison-Blanche, aujourd'hui elle donne des cours de tir. Une carrière professionnelle entourée d'armes à feu. Étonnant pour cette femme qui avait pourtant développé une véritable phobie des armes lorsqu'elle était enfant. Ça s'est passé quand j'avais 9 ans. Et j'étais dans la cuisine avec ma famille. Mon père avait son arme sur lui. C'était un revolver. Et ma sœur était assise à côté de moi. Mon père ne faisait pas très attention à son arme. Son doigt était posé sur la gâchette et le coup est parti vers le sol de la cuisine. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais des nœuds à l'estomac, j'avais mal au ventre, ça m'a rendu malade. Et j'ai ressenti ce mal-être jusqu'à mes 20 ans au moins. J'ai continué à avoir peur des armes. Elles m'effrayaient, mais pourtant je savais à ce moment-là que je voulais devenir agent de police. Mais vous imaginez commencer une carrière de policier en ayant peur des armes? Des années plus tard, les armes qu'elle craignait tant sont devenues ses meilleures amies. Elle peut passer des heures à les nettoyer. C'est un peu comme nettoyer un bijou. Les femmes, elles prennent soin de leurs petites affaires, de leur garde-robe. Moi, ma garde-robe, ce sont mes armes. Pour elle, posséder une ou même 10 armes n'est pas un danger en soi. Ce qui fait la différence, c'est celui qui la tient. Je ne pense pas que le problème vienne des armes en elles-mêmes. Je pense que les gens doivent porter des armes, mais ils doivent aussi être formés pour gérer des situations dangereuses. Beaucoup de gens achètent des armes, mais ne suivent pas de formation pour se mettre en situation. La maison de Tina est décorée avec soin. Elle est accueillante, mais pas pour les intrus. Dans un coin du salon, une carabine. Et dans un tiroir de la cuisine, un calibre 22. Imaginez que quelqu'un entre par la porte pendant que je suis dans la cuisine, ou qu'elle entre par le garage, alors que je me trouve plutôt par là. Au cas où, il y a toujours une arme à ma portée. Je n'ai jamais eu à tirer sur quelqu'un. Mais bien sûr, dans ma carrière d'agent de police, j'ai déjà dû dégainer mon arme et la pointer sur quelqu'un. Et des armes, Tina en a caché un peu partout dans sa maison, même dans les endroits les plus inattendus. Je garde toujours une arme dans ma table de nuit. Mais comme mon mari est en voyage, j'en ai aussi une sous mon oreiller. Je n'ai pas vraiment peur, mais je fais partie de ceux qui prennent des précautions. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas vivre dans une bulle coupée du monde. Parce qu'on peut se retrouver en danger à n'importe quel moment. Que faites-vous si quelqu'un fracture votre porte ou casse une vitre? Et dans la salle de bain,
J'en ai toujours une dans ce tiroir. Et parfois une autre sur le bord du lavabo. Les gens me demandent souvent si je suis parano. Je leur réponds que non, mais demandez-leur s'ils étaient dans leur salle de bain pendant qu'on les cambriolait. Comment se sentiraient-ils? Comment réagiraient-ils s'ils n'avaient pas d'armes à proximité? Peut-être qu'ils ont une batte de baseball ou un club de golf. Moi, j'ai toujours une arme. Être agressé chez soi et être en mesure de se défendre, un scénario catastrophe peut être pas si improbable que cela. En janvier dernier, un fait divers va émouvoir l'Amérique et conforter les lobbies dans leur position. Nous sommes en Oklahoma, l'un des 25 États qui autorisent l'autodéfense. 911, quel est votre problème? Il y a quelqu'un à ma porte et je suis seule à la maison avec mon bébé. Il a l'air d'avoir de mauvaises intentions. Envoyez-nous des secours tout de suite. Dans la nuit du 31 décembre 2011, Sarah McKinley, une jeune femme de 18 ans, appelle la police. Un individu tente de rentrer chez elle. Il est armé. La jeune femme s'est retranchée dans la salle de bain avec son bébé de 3 mois et son fusil. Vos portes sont-elles verrouillées? Oui, et j'ai 2 armes. Est-ce que j'ai le droit de lui tirer dessus s'il entre? Eh bien, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous défendre. C'est un cas d'urgence, alors la policière autorise Sarah McKinley à tirer sur l'individu en vertu de la loi Stand Your Ground. Pour les partisans du port d'armes aux États-Unis, l'histoire de Sarah McKinley est un exemple à suivre. Chaque année, 230 000 femmes en moyenne sont victimes d'agressions dans la rue ou chez elles. Elles sont parfois aussi victimes de violences conjugales. 1200 femmes tuées en 2010 par leur conjoint. Alors, avoir le droit de se défendre avec son arme est pour certaines d'entre elles une question de survie. C'est pour cette raison que Tina est toujours partante pour apprendre à ses amis à se servir d'une arme. Car posséder un revolver est une chose, être capable de s'en servir dans une situation d'urgence en est une autre. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec Millie, une avocate de 40 ans, au stand de tir. On en trouve dans toutes les villes. Certaines en ont même 2 ou 3. Aux États-Unis, c'est un passe-temps répandu. Les cibles sont souvent incarnées. Elles représentent ce que les Américains redoutent le plus. Aujourd'hui, Tina en a choisi une à l'effigie de Ben Laden, l'homme qui a traumatisé l'Amérique, l'ennemi public numéro 1. Rapproche ta cible, c'est plus facile. Ah, ok. Mets-la au même niveau que la mienne, si tu veux. Oui, tu as raison, ce sera plus facile. Ce sont des personnages réels ou imaginaires, comme ce zombie que Millie a pris pour cible. Donc là, il faut vraiment que je prenne mon temps. Vas-y, fixe bien la cible, aligne bien ton viseur, et là tu appuies sur la gâchette, ne te précipite pas. Ok, il faut que j'aille plus doucement alors. Exactement. Vas-y, fais-le, je te regarde. Très bien. Je crois qu'il faut que chacun affronte ses peurs. D'ailleurs, je me suis mise à la plongée sous-marine parce que je voulais surmonter ma phobie de l'eau. J'ai appris à faire d'autres choses pour affronter mes craintes. Je pense vraiment que vos peurs vous poursuivent toute votre vie. Mais si vous vous y confrontez, si vous en dominez une, vous pouvez dominer toutes les autres. Moi, je pense que c'est la personne qui tient l'arme qui tue. Les couteaux tuent, les voitures tuent, les conducteurs ivres aussi. Regarde, ça y est, c'est exactement à l'endroit où je voulais. Après chaque séance de tir, Millie se sent plus forte. Après une séance de tir, ça peut sembler étrange, mais je me sens généralement détendue. Parce que le tir m'oblige à réfléchir, à me poser et à me concentrer. On appelle ça la méditation balistique ou la thérapie de plomb. Parce qu'il faut laisser de côté toutes ses préoccupations et se concentrer sur la cible. Être sûr que tu fais les bons mouvements et que tu tiens bien ton arme. Du coup, après, que vous le croyez ou non, je me sens souvent mieux. Bon, bah c'est bon, j'ai tout.
Ok. Ok, on se revoit samedi. Ça marche, on se retrouve à 13h. Les États-Unis, c'est le pays où l'on trouve le plus grand nombre de civils armés, devant le Mexique et le Brésil. Il faut dire qu'ici, acheter une arme est une simple formalité. Et de plus en plus de femmes ressentent le besoin d'avoir une arme bien à elles. Amanda vit dans le Dakota du Sud. Aujourd'hui, elle est en route pour l'armurerie dans le centre-ville. Aux États-Unis, on en dénombre 80 000, autant que de pharmacies. Amanda est secrétaire, elle a 28 ans et 2 enfants, une Américaine moyenne sans histoire. Il y a 2 ans, cette jeune mère de famille a réalisé un rêve d'enfant. Elle s'est offert sa première arme. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé regarder des westerns et d'autres films comme ça. J'adorais voir ces films avec des cow-boys et leur calibre 6. Et j'aimais vraiment leurs armes. Du coup, j'avais aussi, moi, envie de tirer et de voir comment on faisait et tout ça. Elle possède désormais 3 armes. Aujourd'hui, elle va s'en acheter une 4e. Oui, ça fait longtemps que je fais des économies. Je me suis beaucoup privée pour pouvoir m'acheter l'arme que je voulais. Oui, il y a des petites choses sur lesquelles j'ai dû faire attention, comme par exemple renoncer à mes petits plaisirs habituels, les sacs à main ou d'autres choses que j'achetais souvent. J'aime beaucoup les accessoires, mais je n'en achète plus parce que les armes et les munitions coûtent déjà assez cher aujourd'hui. Amanda dépense en moyenne 500 $ par mois, l'équivalent de son budget nourriture. Elle a réussi à économiser 700 $ et elle a bien l'intention de les dépenser ici et maintenant. Dans cette armurerie, les prix pour une arme commencent à 400 $ et peuvent aller jusqu'à plus de 6 000 $. Amanda a une idée bien précise de ce qu'elle veut acheter. Elle demande à voir 2 modèles. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je cherche un Colt 45 ou un 30-30 avec un levier. Voici un Stoger, il est fabriqué en Italie. Celui-là est très sympa. Je pense qu'il sera mieux pour tirer. Il sera moins compliqué à manier que l'autre. Je pense que celui-là a moins de recul du coup. Celui-ci me conviendra mieux. L'emprise est un peu plus grande sur celui-ci, donc vous aurez moins de recul avec la main, vous voyez. Et la finition en nickel est plus facile à entretenir. Amanda est sur le point d'acheter un revolver. Pourtant, elle n'a pas de permis de port d'armes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans 35 États dont le Dakota, il n'est pas nécessaire d'en avoir un pour acheter une arme. Je pense que je vais choisir celui-ci. Il entre dans mon budget. Il coûte combien? C'est 559 $. La jeune femme a choisi une arme de poing, un Stoger. Ok, on va remplir le formulaire. Ce formulaire, c'est le background check, la vérification des antécédents. Une fois rempli par le client, le vendeur envoie la fiche par fax à Washington, où un bureau va contrôler les déclarations du client. La vente est interdite à toute personne ayant un casier judiciaire ou étant soignée pour des troubles mentaux graves. Je me fais un cadeau. J'ai travaillé dur, alors je le mérite. La vérification a pris moins de 5 minutes. Merci. Profitez-en bien. En un quart d'heure, Amanda a acheté un revolver et peut repartir avec chez elle. Dans ce magasin, on trouve des centaines d'armes différentes et pour tous les goûts. L'objectif des industriels de l'armement, séduire les hommes, mais aussi les femmes. On a une vraie clientèle féminine ici. Laissez-moi vous montrer les modèles qu'elles apprécient particulièrement. En voici une qui leur plaît beaucoup parce qu'elle est rose, évidemment. Soit elles l'adorent et elles l'achètent tout de suite, soit elles ne la regardent même pas. Là, c'est bon, je l'ai bien en main, celle-là. Barbara, 43 ans, est une grande habituée des armes. C'est aussi une cliente régulière de l'armurerie. Vous avez des armes? Oui, j'ai des armes. J'ai des armes parce que je pense qu'il faut que je me protège. Vous n'avez pas peur des accidents?
Oui, j'ai entendu parler d'accidents, mais pas dans mon entourage. Mais on doit traiter les armes avec respect. C'est un outil, et le but n'est pas de blesser les gens, mais seulement de se protéger nous-mêmes en cas de besoin. Heureusement, c'est rarement le cas. Je crois qu'il faut que les citoyens qui portent des armes soient plus responsables et sûrs. Mais qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Jamais. C'est la dernière chose au monde que je souhaite. Mais si ma vie est menacée, ou bien que ma famille est menacée, alors je souhaiterais être capable de nous protéger. Ok, merci. Bonne journée. Pour que leurs enfants soient en sécurité, les femmes sont prêtes à tout. Fort de ce constat, les fabricants ont donc développé des armes pour enfants, plus petites que celles des adultes, mais tout aussi mortelles. Allons voir les armes pour enfants. Beaucoup de parents choisissent ces petits 22 pour leurs enfants qui ont 4 ou 5 ans. Bien sûr, ils sont petits, mignons et adaptés à leur taille. Les petites filles tirent aussi, alors nous avons une arme qui est rose, même si elles n'aiment pas toutes le rose. Mais comme ça, au moins, leurs frères ne leur piquent pas. Impensable en France, ici il y a des armes pour toute la famille. La gun culture n'est pas un vain mot aux États-Unis, surtout dans les régions rurales. Direction le Texas, un des bastions des pro-armes. Dans les rues de la petite ville de Kerrville, autour de nous, on se croirait revenu au temps du Far West. Les hommes, mais aussi les femmes, tous portent des armes sur eux, le plus naturellement du monde. Que pensez-vous de l'idée d'exposer vos enfants aux armes? Est-ce bien pour eux? Oui, c'est bien. Nous sommes pour les armes. Et nous en portons tout le temps. Montrez-nous. Tu l'as, chérie? Ah, zut, normalement nous les avons sur nous. Mais aujourd'hui, on ne les a pas prises. Les armes, elles sont utiles pour se protéger contre les voleurs. Vous avez déjà tiré sur quelqu'un pour vous protéger dans la rue? Non, pas encore. Mais un jour, certainement. Pourquoi vous portez une arme? Au cas où j'aurais besoin de tirer sur quelqu'un. C'est notre droit, c'est notre liberté aux États-Unis. Nous revenons juste du stand de tir. Nous avons tiré pour $300 de munitions. On a tué beaucoup de papier. Et vous tirez aussi? Oui, bien sûr. Un peu qu'elle tire. Elle a fait un 10 sur 10. 10 sur 10. Si j'ai une arme? Non, mais c'est le cas de tout le monde autour de moi. Personnellement, je n'en ai pas. Suis-je censé dire pro ou anti? Pro. Pro. Porter une arme est dans certains États comme le Texas une évidence. Mais comment pourrait-il en être autrement? Le commerce des armes est omniprésent sur tout le territoire. Sur les 280 millions d'armes en circulation aux États-Unis, un tiers pourtant n'aurait pas été acheté dans une armurerie. Direction Thomasville, dans l'État de Géorgie. Nous nous sommes rendus dans ce que l'on appelle un gun show, une véritable foire aux armes. Comment ça va ce matin? Chaque année, 5000 gun shows investissent les villes pour une durée moyenne de 3 jours, à la manière d'une fête foraine. L'entrée est libre, à condition de faire verrouiller son arme à l'accueil pour éviter les accidents. J'essaie de garder cet endroit le plus sûr possible. Devant nous, exposés sur des tables, des pistolets, des carabines et même des fusils d'assaut que l'on peut acheter comme on achèterait un aspirateur. Et dans les allées, un grand nombre de femmes venues seules, entre copines ou en famille avec leurs maris et leurs enfants. On le tourne facilement comme ça, et ensuite il est prêt à tirer. Les stands sont tenus par des vendeurs agréés, mais aussi par des particuliers. Car dans les gun shows, n'importe qui a le droit de venir vendre ses propres armes d'occasion au premier venu, et sans aucune vérification, le fameux background check. On estime qu'il se vend en moyenne 12 000 armes en l'espace de 3 jours. Tu veux un pistolet? Marianne et sa nièce Jessica sont intéressées par les pistolets. Elles habitent à 100 km d'ici et sont venues spécialement pour y passer la matinée.
Marianne a 50 ans, elle est femme au foyer. Jessica, elle, est étudiante en droit, elle a 24 ans. Je tire tout le temps avec de grosses armes. Je trouve que je contrôle mieux mon tir quand l'arme est posée sur mon épaule que quand elle est dans ma main. C'est trop difficile de bien tirer à bout de bras, juste avec les mains. Quand j'ai une grande arme, je peux atteindre la cible tout de suite, parce qu'elle est bien droite sur mon épaule. Un pistolet, c'est quelque chose que vous pouvez porter sur vous, alors qu'une carabine, vous ne pouvez pas la transporter. Celle-ci est équipée d'un laser que vous pouvez installer. Celle-ci est lourde. Mais un 22, ça ne va pas. Le but, ce n'est pas de tuer. On ne veut pas tuer les agresseurs, c'est juste pour les blesser. Ce n'est pas pour tuer, c'est pour les stopper. Moi, je veux juste avoir le temps de fuir. On doit tirer dans les jambes, le ventre. C'est ce qu'on nous explique. Moi, je ne veux pas tuer, mais je ne veux pas non plus qu'ils s'échappent. Les femmes ont peur aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont toutes seules à la maison, leurs maris sont sur la route. Si quelqu'un vous cambriole, il faut pouvoir se protéger. Nous habitons à 20 km de la ville. Et même si je n'ai jamais eu de problème, et j'espère que je n'en aurai pas, je porte une arme par sécurité. La peur, c'est ce qui pousse bien souvent ces femmes à entrer dans un gun show ou une armurerie. Georges Casiolas est professeur de journalisme. Il vit en France depuis 35 ans et s'interroge depuis longtemps sur la question des armes dans son pays. Nous lui avons montré des extraits de notre film. Le marketing s'acharne sur les femmes. Les fabricants utilisent encore et toujours l'argument de la peur. Les femmes sont vraiment la nouvelle cible du lobby des armes. Mais si les femmes achètent autant d'armes, c'est aussi à cause des politiciens qui instaurent un climat de peur afin de ramasser un maximum de votes. Parce qu'ils ont une priorité, gagner un maximum d'argent. Aux États-Unis, 15 à 20 millions de femmes posséderaient une arme à feu. Mais parmi elles, toutes ne sont pas que de simples acheteuses. Pour certaines, défendre le droit de chacun à porter une arme est une mission, le combat d'une vie. Une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre. Le peuple a le droit de détenir et de porter des armes et ce droit ne saurait être transgressé. Nous sommes dans le Dakota du Sud. Nancy dirige les Sœurs du Deuxième Amendement, un groupe d'ultra-conservatrices qui défend le droit de porter une arme. Je prête allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'ils représentent, une nation devant Dieu. Ces femmes se sont réunies ce matin pour ce que l'on appelle une Ladies Shoot, une séance de tir pour femmes. Mais Nancy n'a qu'un seul objectif en tête. Sous couvert d'un passe-temps, elle veut faire adhérer un maximum de femmes à son mouvement pro-armes. Bienvenue à la 55e séance de tir que nous organisons depuis 1999. Je suis Nancy First et je dirige l'antenne de Dakota du Sud pour les Sœurs du Deuxième Amendement. C'est un groupe qui défend le droit des femmes à porter des armes et nous sommes tous bénévoles. Levez la main si vous êtes nouveau tireur. Parmi les femmes présentes aujourd'hui, une majorité ne sait pas se servir d'une arme à feu. Une équipe d'experts va les encadrer toute la matinée. Les filles, allez choisir un instructeur. Choisissez-en un qui soit beau, grand ou petit, peu importe. Ils sont tous très pros. Jennifer, une enseignante de 55 ans, est venue en famille avec ses deux filles, Carrie et Laura. Elles n'ont encore jamais tenu d'arme entre leurs mains. Nous pensons qu'à notre époque, il est important de savoir se servir d'une arme. Nos maris tirent et on pense qu'on doit être capable de le faire aussi. En sécurité. Et puis on veut se former. Dans de bonnes conditions. Et on ne veut pas avoir peur. C'est le moment de s'équiper. Pas question pour ces femmes de choisir une arme au hasard. Les instructeurs sont là pour les conseiller. Celui-ci est un canon de 7 mm qui aide à amortir le recul. Il a un support en acier, donc vous sentirez moins le recul. Voulez-vous l'essayer? Oui, je veux bien. Vaincre sa peur des armes, maîtriser un pistolet et tirer en plein dans le mille,
Nancy espère transformer ces femmes en ardentes défenseuses du deuxième amendement. Si ces objectifs sont atteints, pour elle, ces femmes deviendront toutes puissantes. Apprendre à tirer, ça nous donne confiance en nous. On repart avec le sentiment d'avoir appris quelque chose et qu'on pourra se défendre. En plus, c'est vraiment un sport amusant et agréable. C'est marrant de tirer dans une cible et surtout, ça nous rend plus fortes. On n'a plus besoin de s'inquiéter quand nos maris ne sont pas à la maison le soir. On adore sentir qu'ils nous protègent, mais ils ne peuvent pas être toujours là quand on a besoin d'eux. Teddy est une retraitée de 68 ans et elle a hâte de se lancer. Bien, merci beaucoup. Je suis stressée et impatiente de commencer. Pourquoi? Eh bien, je n'ai jamais essayé d'armes. J'ai déjà un permis et je l'ai déjà renouvelé 2 fois, mais je n'ai encore jamais possédé une arme. Poussez, visez et tirez. Et Teddy a l'air de bien s'en sortir. Au bout de quelques minutes, elle ne veut plus lâcher son 357 Magnum. Bien ciblé. Penche-toi en avant. Tu peux tirer à blanc. J'adore tirer avec le 357. Ouais, il est super. Ashley a 19 ans. Elle est caissière dans un supermarché. Elle est un peu tendue car c'est son baptême du feu. C'est sa mère, une infirmière de 46 ans, qui l'a inscrite au Ladies Shoot. La jeune femme a choisi un pistolet chromé, rose. J'ai emmené ma fille pour qu'elle apprenne à tirer, pour qu'elle se protège. On a le droit de porter une arme et de se protéger, quel que soit le prix. Ma fille est toute menue et le seul moyen qu'elle ait de se protéger, c'est d'avoir une arme. Waouh, en plein dans le mille. J'ai 19 ans et j'ai juste envie d'apprendre à tirer correctement. Au cas où je me retrouverais dans une situation où j'aurais besoin de me protéger avec une arme. Et pour être totalement rassurée, la mère d'Ashley a déjà prévu de lui offrir un pistolet. C'est dans les zones rurales qu'habite la majorité des familles en faveur du port d'armes. Apprendre à tirer fait souvent partie de l'éducation d'un enfant. Plus qu'un enseignement pratique, c'est une valeur morale qu'il faut transmettre, le devoir de protéger les siens. Nous sommes dans le Dakota du Sud. Le petit Jack a 5 ans. Il sait à peine descendre seul de la voiture. Pourtant, chaque week-end, son père l'emmène s'entraîner au tir, à balles réelles, sous l'œil bienveillant et attentif de Gretchen, sa mère. Tu veux m'aider? Mets tes lunettes. Tu veux porter ça? Ça y est, tu le tiens? Jack débute à peine et déjà il prend plaisir à aider son père qui installe le matériel. Pour lui, c'est un jeu comme un autre. Moi, j'ai appris à tirer quand j'avais 5 ou 6 ans. J'ai appris dans notre ranch en Californie. J'allais au stand de tir tous les jours après l'école. J'ai commencé à tirer vers 19 ans. Brian allait au stand de tir du ranch et il m'amenait avec lui. Et c'est là qu'il m'a tout appris. Je pense que c'est important pour les femmes de savoir tirer, de pouvoir se protéger. Dans la famille Herrea, on se transmet les carabines depuis plusieurs générations. Pour son fils, Brian a dû adapter la carabine de son enfance. C'est le fusil de Jack. C'était le mien quand j'étais un enfant, quand j'avais son âge. Je l'ai réajusté car Jack est très petit. J'ai mis un canon plus court pour qu'il soit adapté à lui et à ses joues. C'est assez sophistiqué pour un enfant de son âge.
J'ai hâte. L'arme est lourde, difficile à manipuler pour un enfant si petit. Mais Gretchen n'intervient pas. Une façon pour elle de responsabiliser son fils. À la base, les armes servent à tuer. Est-ce que vous le dites à Jack? Nous lui apprenons que dans certains cas, les armes sont utilisées pour tuer. Nous lui disons que c'est simplement pour tirer sur des cibles ou pour chasser. Mais que oui, parfois, les armes servent à tuer. Ok, penche-le. C'est vrai que les armes servent à tuer, mais il est important qu'ils sachent qu'elles ne servent pas qu'à cela. Il y a différentes situations à distinguer. Bien sûr, nous lui apprenons qu'il ne faut pas tirer sur quelqu'un, sauf s'il se fait attaquer. Ok, tu vois bien la cible dans ton viseur? Je vois bien dans le viseur, mais je ne vois pas la cible. Ok, tu dois le soulever un peu. Tu te souviens des règles de sécurité? Quand tu es prêt, mets une balle. Alors, avance ton épaule, baisse la tête, et quand tu vois la cible, tu tires dessus tranquillement. Tu trouves ça comment de tirer? C'est rigolo? Ça te plaît d'apprendre à tirer pour devenir bon un jour? Oui. Et tu aimes apprendre à te sentir en sécurité avec ton arme? Tu veux continuer? Ok, on y va. Le petit Jack tire, mais il rate la cible. Tu as visé ici? Non, c'était plus par là. Dans la cible? Non, plutôt ici. Ah, d'accord. Et par là aussi. Et il doit y en avoir un moi par là. Et là, quand tu verras la cible dans ton viseur, tu tireras à cet endroit. Il faut que j'essaye de tirer au milieu, là. Ce serait bien. On y retourne et tu vises la cible. Face à cette scène de vie surréaliste, difficile de ne pas s'interroger sur les risques d'accident. Mais pour les parents de Jack, c'est un faux problème. Vous savez, une voiture vous donne la liberté de vous déplacer, d'aller dans les magasins où vous voulez. Eh bien, une arme à feu vous donne la liberté de vous protéger. C'est aussi dangereux d'aller dans un magasin que d'avoir quelqu'un qui vous cambriole ou que de se retrouver dans une fusillade. Chaque seconde, des accidents de voiture se produisent et des gens meurent, mais tout le monde s'en fiche. Alors que les accidents par arme à feu font la une des actualités. Pour moi, au final, celui qui gagne, c'est celui qui est armé. C'est basique. Ça me permet d'être libre et de protéger ma famille. C'est ça qui nous donne une réelle liberté. Être armé pour défendre ses libertés, un argument solidement ancré dans l'Amérique profonde. Mais dans les grandes villes américaines, on voit les choses autrement. Les lois qui réglementent le port d'armes sont bien souvent plus strictes. San Francisco, en Californie, l'un des États les plus répressifs. Pour avoir le droit d'acheter une arme, il faut passer un examen écrit d'aptitude. Une législation stricte qui porte ses fruits. En l'espace de 20 ans, le taux de criminalité lié aux armes à feu a chuté de 40%. Cet après-midi, nous avons rendez-vous dans un centre très actif dans la prévention de la violence due aux armes. Robin Thomas dénonce les accidents provoqués par les armes à feu, des milliers chaque année. Parmi les victimes, des enfants et des adolescents, 1520 en 2010.
L'un des plus gros problèmes que nous voyons en permanence, ce sont ces centaines d'enfants qui chaque année se tirent dessus accidentellement. Justement, je viens de lire quelques articles récents à ce sujet. Ici, dans le Texas, 2 frères de 11 et 12 ans ont pris des armes dans l'armoire de leurs parents pour jouer, alors que celle-ci devait être fermée. Mais celui de 12 ans, en jouant avec l'arme, a tiré par accident et a tué son petit frère. Et il y a un autre exemple dans l'Ohio, où un garçon de 14 ans a accidentellement tiré dans la poitrine de son ami. On ne sait pas quel type d'arme c'était, mais on a retrouvé l'arme d'un des parents. Mais l'adolescent qui a tiré va devoir vivre avec ça pour le reste de sa vie, sans parler de ses parents et de la famille de la victime. Et il y a tellement d'armes dans les maisons, et il n'y a aucune réglementation sur la façon de les ranger ou de les rendre inaccessibles aux enfants. Des accidents dont le nombre pourrait être réduit si les mères de famille étaient contre la présence d'une arme à feu sous leur toit. Mais le discours des industriels de l'armement et de leurs sympathisants pour rallier les femmes à leur cause rend la chose difficile. Je vois de plus en plus de techniques de marketing qui font croire aux femmes qu'elles ont l'obligation morale de protéger leur famille. Sur ce site, on voit des publicités très offensives, comme celle-ci qui dit « À minuit, elle composa le 911, mais vers minuit 6, la bagarre était terminée. Il s'avéra qu'il n'était impossible d'attendre que la police arrive. Elle se servit donc de sa carabine pour se protéger. » Évidemment, on vous dit que vous ne pouvez pas compter sur la police si votre maison est cambriolée. Que donc vous avez besoin d'avoir une arme chez vous, prête à l'emploi, pour vous défendre. On joue sur les craintes des femmes en leur faisant croire qu'elles ne sont pas en sécurité chez elles. En voici une autre très intéressante. L'image est très étonnante. On voit un homme qui semble menacer une jeune fille avec une matraque. La publicité dit « Tirez ou appelez le 911 ». La fille a une arme, elle est prête à tirer et l'affiche est très colorée. Elle montre que la fille est capable de se protéger facilement avec son énorme arme. J'ai une autre publicité qui dit « Si elle est assez mûre pour rester seule à la maison, elle est prête pour posséder une arme ». Cette fille me paraît très jeune et pour moi le message est très clair. Les parents doivent équiper leurs jeunes enfants avec des armes pour qu'ils puissent se défendre. Mais il faut penser à tous les accidents qui se produisent régulièrement chez les enfants. C'est juste ridicule de penser qu'un enfant va pouvoir facilement se défendre avec une arme. Il faut penser au caractère de l'enfant. Jouer sur la peur d'être agressé, culpabiliser les mères, l'auteur de ces affiches est un propagandiste pro-armes. Avec ses scénettes volontairement ultra-réalistes, il joue sur un ressort unique, la peur de l'autre, un sentiment omniprésent chez un grand nombre d'Américains. Pourtant, d'après un autre centre de prévention de la violence liée aux armes, une arme à la maison aurait 22 fois plus de chances de tuer un membre de la famille que de servir dans un cas de légitime défense. Plusieurs études publiées en 2011 indiquent que sur 30 000 morts par arme à feu enregistrées en moyenne chaque année, 20 000 sont en fait des suicides ou des accidents et 10 000 des meurtres. Les citoyens pro-armes estiment que le fait d'être armé a un effet dissuasif sur les criminels qui les menaceraient. Mais cela pose un problème. À partir de quand est-on véritablement menacé ? Direction les États-Unis où un fait divers réveille de vieux démons à la clé, de la colère, de l'indignation, qui est même apparu au plus haut sommet de l'État. Barack Obama a prononcé une phrase assez claire « Il aurait pu être mon fils ». Cet enfant à qui Barack Obama rend hommage ce jour-là s'appelle Trayvon Martin. Le 26 février 2012, ce noir américain de 17 ans est abattu en pleine rue. Trayvon venait d'acheter des bonbons. Il s'apprêtait à rejoindre son père pour suivre un match de basket. Le meurtrier s'appelle George Zimmerman.
Il patrouillait bénévolement à bord de sa voiture dans son quartier, car une série de vols avait eu lieu les derniers mois. Pour sa défense, il dira à la police avoir eu des doutes sur les intentions de l'adolescent. Il invoque donc la loi Stand Your Ground pour justifier son acte. Je me tiens face à vous aujourd'hui et je me demande comment je fais pour tenir parce que mon cœur saigne pour mon fils. Dans un premier temps, le meurtrier échappe donc à toute accusation. Mais devant l'indignation d'une partie de la population américaine, la justice revient sur ses positions. Elle inculpe George Zimmerman pour meurtre non prémédité. Les parents de Trayvon Martin ont accepté de nous rencontrer. Selon eux, George Zimmerman n'avait aucune raison de se sentir menacé. Je crois qu'il a décidé d'agir lorsqu'il est descendu de sa voiture. Mais à ce moment-là, il n'était plus dans son rôle de surveillant de quartier. Il aurait dû rester dans sa voiture, appeler la police et attendre qu'elle arrive. Il n'aurait pas dû se mêler de ça. Ce n'était pas son rôle. En sortant de son véhicule, il a joué le rôle des forces de l'ordre. Il n'était plus un simple surveillant qui poursuivait un gamin. Ce n'était qu'un enfant, qu'un adolescent. Il était juste en train de téléphoner. Il ne faisait rien de mal. Il n'avait pas commis de crime. Le procès de George Zimmerman n'a pas encore démarré. Mais la Floride détient déjà un record. Depuis qu'elle a fait voter la loi Stand Your Ground en 2005, le nombre de morts dites justifiables a triplé. On en dénombre en moyenne 35 par an et 320 en 2010 au niveau national. À mon avis, si la réglementation sur les armes était plus stricte, Zimmerman n'aurait peut-être pas pu posséder une arme. Je ne connais pas en détail toutes les lois américaines, mais je sais que beaucoup de gens possèdent des armes illégales. Si les lois sur le port d'armes étaient plus strictes, il n'aurait peut-être pas eu d'armes sur lui. Et je sais que notre fils serait encore là aujourd'hui. La liberté de porter une arme a donc un prix. Et les Américains payent régulièrement un lourd tribut, avec des drames encore plus meurtriers. On les appelle les mass shootings. Dans ces cas-là, il n'est plus question de légitime défense, mais de folie. Tragédie meurtrière qui s'est déroulée dans un établissement scolaire de la ville de Littleton, dans la banlieue de Denver. Nous sommes le 20 avril 1999. C'est dans un gun show comme celui de Thomasville que les auteurs de la fusillade de Columbine ont acheté une partie des armes utilisées pour tuer leurs camarades de classe. 12 d'entre eux seront tués, 25 autres grièvement blessés. Les auteurs du massacre, 2 adolescents de 14 ans, Eric Harris et Dylan Klebold. À l'époque, le coup de folie des 2 étudiants est attribué à la violence des films et des jeux vidéo dont ils étaient fanatiques. Mais dans la classe politique, personne ne s'interroge sur la facilité avec laquelle ces jeunes avaient pu se procurer une carabine et un fusil de chasse. Tom Mauser a perdu son fils lors du massacre de Columbine. Daniel avait 15 ans. C'était un élève modèle et très impliqué dans la vie de son école, malgré sa timidité. Mon fils Daniel était dans la bibliothèque à Columbine. Les 2 tueurs, qui étaient poursuivis par la police, se sont réfugiés dans la bibliothèque. Ils ont demandé à tout le monde de se lever, mais les élèves n'ont pas écouté. Et ils sont restés cachés sous les tables. Puis les tueurs ont commencé à faire les 100 pas dans la pièce, en criant des insultes et en désignant certains élèves pour leur tirer dessus. Mon fils a été désigné. Ils l'ont d'abord insulté, puis ils lui ont tiré dans la main. Daniel a poussé la chaise contre le tireur pour essayer de résister. Mais ça lui a coûté la vie. C'est le 2e tir dans la tête qui l'a tué. Depuis cette tragédie, la mère de Daniel est anéantie. Elle refuse toute interview. Mais Tom, lui, a fait de la mort de son fils un combat. Il milite pour que les gun shows soient soumis à un contrôle des acheteurs. Il veut faire changer les lois. Je trouve ça complètement aberrant qu'on autorise un adolescent ou même un criminel à entrer dans une foire aux armes, comme les tueurs de Columbine l'ont fait, et qu'on ne vérifie pas leurs antécédents.
Alors nous nous sommes adressés au Sénat et nous leur avons demandé de combler ce vide juridique pour que l'on vérifie les antécédents de toutes les personnes qui pénètrent dans une foire aux armes pour en acheter une. Le Sénat a refusé, alors on a décidé d'organiser un vote dans le Colorado. Et les gens ont voté à 70% en faveur d'une réglementation des foires aux armes. Mais la tragédie de Columbine n'a pas servi d'exemple. Sur les 5000 gun shows qui ont lieu chaque année, seule une minorité pratique désormais un contrôle des acheteurs. Je pense que beaucoup d'Américains ont absolument envie de s'armer parce qu'ils sont totalement effrayés. Ils se disent, s'il m'arrive quelque chose, je dois être armé. Mais je leur réponds que si le fait d'être armé aux États-Unis nous met plus en sécurité, alors nous devons être la nation la plus sûre du monde, puisque nous sommes le pays libre le plus armé du monde. Pourtant, dans les faits, nous ne sommes certainement pas le plus sûr. Certainement pas. Depuis les années 70, la fréquence des massacres en pleine rue ou dans des lieux publics ne cesse d'augmenter. Chaque année aux États-Unis, on dénombre une vingtaine de mass shootings. L'une des dernières en date, celle du cinéma d'Aurora, dans le Colorado, l'été dernier. Comme dans un film d'horreur, dans la banlieue de Denver aux États-Unis, un jeune armé jusqu'aux dents a déclenché une fusillade lors de la projection du dernier Batman. Il a profité d'une scène d'action du film pour tirer sur les spectateurs. L'attaque a fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce jour-là, un jeune homme de 24 ans fait irruption avec une arme dans un cinéma où est projeté le dernier Batman. Il ouvre le feu et tue 12 spectateurs, au hasard, sans s'arrêter. L'auteur du massacre s'appelle James Holmes. Il portait un gilet pare-balles, un masque à gaz et il était armé d'un fusil d'assaut. Dans le chargeur, 100 cartouches. Nous nous sommes rendus sur le lieu de la tragédie 20 jours plus tard pour rencontrer une survivante du massacre. Emma, une étudiante de 19 ans, était dans la salle ce jour-là. Elle a réussi à fuir le cinéma avant d'être touchée par une balle. Le tireur a lancé un gaz lacrymogène au-dessus de nos têtes. Et mon amie Anna a crié, puis elle s'est jetée par terre. Je lui ai dit « T'inquiète, tout va bien ». Et puis j'ai regardé le tireur. Il a brandi son arme en l'air et a commencé à tirer de manière saccadée. Au moins 6 ou 7 fois. J'ai rampé, puis je me suis redressée en gardant la tête baissée. J'ai regardé vers la gauche et j'ai vu qu'il tirait de l'autre côté de la salle de cinéma. Alors j'ai couru vers la sortie et je me souviens avoir pensé « J'espère qu'il n'y a pas d'autres tireurs. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis en train de rêver ?» Je me suis dit que c'était sûrement une blague. La jeune femme parvient à s'enfuir du cinéma en rampant. Ce qu'elle découvre à l'extérieur est un spectacle d'apocalypse. Les policiers sautaient de leur voiture avec d'énormes armes. Je n'avais jamais vu d'armes auparavant, mais j'avais l'impression que c'était des lance-roquettes, comme dans les jeux vidéo. Et puis j'ai vu un homme couvert de sang. Il ne pouvait plus bouger son bras. Il demandait aux policiers de l'aider, mais ils étaient occupés à localiser le tireur. Il courait vers la salle de cinéma. Depuis, avez-vous pensé à porter une arme pour vous protéger? Je n'ai jamais souhaité porter d'armes. Je me sens forte et j'ai pris des cours de self-défense et de combat. Maintenant, j'ai toujours un couteau sur moi et une bombe lacrymogène. En fait, je garde surtout le couteau pour m'en servir en cas d'accident de la route pour pouvoir casser la vitre de la voiture. En cas de problème, même avec une arme, je ne me sentirai pas forcément plus en sécurité. Une fois de plus, ce massacre relance le débat autour du port d'armes aux États-Unis. En particulier dans les lieux publics comme les cinémas ou les centres commerciaux où les armes sont interdites.
Lors de la fusillade d'Aurora, le commissariat de police n'était qu'à 1 kilomètre du cinéma. La police est arrivée très rapidement comparé à d'autres fois. Mais 12 personnes ont tout de même perdu la vie, car il n'y avait personne pour les protéger. Dans le cinéma, il y avait même des militaires à la retraite et d'anciens policiers qui ne portaient pas leurs armes à cause du règlement. Alors ils ne pouvaient pas se protéger, ni protéger les autres. C'est ça le problème. Autrement dit, pour Eric Pratt, si les victimes d'Aurora, comme Emma, avaient eu le droit de porter une arme dans le cinéma, il y aurait eu moins de victimes. Aurora, Columbine, les mass shootings traumatisent les Américains. Et l'on observe un phénomène inquiétant après chaque tuerie. Les ventes d'armes sont en nette augmentation. Les uns cherchent un moyen de se protéger. Les autres craignent un durcissement des lois, alors ils se dépêchent d'acheter des armes. Ces hommes et ces femmes sont persuadés que c'est la seule solution. Un avis que ne partage pas Georges Casiolas. Mon frère s'est tiré une balle dans la tête. Il possédait une arme. Il n'en avait pas besoin. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un docteur et des médicaments. Il n'aurait jamais dû avoir une arme, mais il en avait. Je remercie Dieu qu'il n'ait blessé personne d'autre parce qu'il avait tellement de douleur et de colère en lui qu'il aurait très bien pu le faire. Le problème, ce ne sont pas les armes. Si les armes étaient le problème principal, on les mettrait en prison. Donc le problème, ce ne sont pas les armes. Je pense qu'on doit se retrouver, qu'on doit réfléchir, on doit trouver un nouveau système de valeurs. Pourquoi, par exemple, on ne prend pas en charge les personnes qui sont décelées comme malades mentales, avant qu'elles ne fassent quelque chose de complètement délirant et fou? Enfin, ce n'est pas demain qu'on aura une réglementation sur les armes, ça c'est sûr. Donc on doit trouver une autre solution. À 100 km de Thomasville, dans le sud de la Floride, nous sommes attendus par Teresa Adams, une mère de famille rencontrée lors d'un gun show. Elle nous a invités à venir voir sa collection d'armes. Des armes pour se protéger des intrus, mais pas seulement. Les Adams se sont convaincus que la fin du monde aura lieu le 21 décembre 2012. Ils font partie de ces mouvements apocalyptiques très implantés aux États-Unis. Bonjour, bienvenue. On n'a pas vraiment construit cette maison pour se protéger, mais il se trouve qu'elle est très résistante. La façade est faite de blocs de béton renforcés avec du ciment. Et si jamais on se fait attaquer, la maison est conçue pour résister. En fait de maison, Teresa et son mari vivent dans un bunker avec leurs 2 garçons de 12 et 14 ans. On n'a pas envie d'y penser, mais si jamais on se retrouvait dans une situation où Dieu nous oubliait et que le gouvernement perdait tout contrôle, ou si le système économique s'effondrait et que nous ne pouvions plus acheter de nourriture nulle part, nous voulons être prêts. Bien sûr, on ne veut pas que ça arrive, mais si ça devait arriver malgré tout, on sera préparé pour. Et on est même prêt à faire face au pire événement, une catastrophe naturelle. Alors, pour être préparés à faire face au pire, les Adams ont tout prévu. À commencer par des armes pour se défendre en cas d'attaque. Il y en a dans toutes les pièces, même dans la chambre des enfants. Ici, ce sont les chambres de Justin et Jacob. Là, c'est celle de Jacob. Ils ont beaucoup d'armes factices, des pistolets à eau, en plastique. Mais on leur a toujours appris à faire la différence entre un jouet et une arme réelle. Celle-ci, par contre, est une vraie. C'est un 10-22 qu'on a acheté hier pour Jacob, avec les accessoires qu'il voulait. Quand il l'a vu, il l'a voulu. C'était un petit cadeau. Ici, c'est la chambre de Justin. Justin a aussi plusieurs armes dans sa chambre, comme ses armes à feu et sa carabine, qu'il utilise pour chasser. Ça ne nous gêne pas que les enfants gardent leurs armes dans leur chambre. Elles sont chargées, mais il n'y a pas de balles engagées dans la chambre du fusil. Invasion, Troisième Guerre mondiale, cataclysme, les Adams ont pensé à tout. Là, c'est notre garde-manger. On stocke de la nourriture au cas où on aurait besoin de s'enfermer longtemps. Avec ça, on peut tenir au moins 2 à 3 semaines.
Au cas où quelque chose arrive, ça nous permettrait de rester à la maison, sans avoir à sortir. Mais le trésor de la famille se trouve dans cette pièce. Une dizaine d'armes rangées dans une armoire. Tiens, prends le calibre 20. Et même cette arme de guerre. Celui-ci est un AR-15. C'est un fusil d'assaut. Dans la cuisine, sur la table où ils dînent tous les soirs, Teresa et son mari sont fiers d'exposer une grande partie de leur collection. Je ne suis pas une femme qui aime particulièrement les bijoux. J'en ai très peu et je ne les porte pas souvent. Et on n'achète pas de belles voitures ou de bateaux. Et on ne part pas en voyage. Par contre, on fait des choses en famille, comme collectionner les armes et tirer. Ce sont un peu nos jouets à nous. Bien sûr, on ne les traite pas comme des jouets. Ils peuvent être des instruments mortels. Mais un enfant, ça tient à ses jouets. Nous, on tient à nos armes. Elles ont toutes une signification spéciale. On a des souvenirs avec chacune d'entre elles. Cet après-midi, la famille nous a réservé une autre surprise. Une séance de tir sur un terrain, à l'arrière de la maison. On va tirer dehors ensemble au moins une fois par mois. Mais parfois plus souvent si on peut. En fait, ça dépend de la météo. Aujourd'hui, ça ne va pas être long parce qu'il fait très chaud, presque 40 degrés. Parfois, on vient tirer individuellement. Mais le plus souvent, on tire ensemble, en famille. C'est notre petit truc à nous. On fait ça ensemble. Généralement, c'est pas quelque chose que l'on fait tout seul. Ici, on tire sur des canettes de soda, en famille. Aux invités de passage chez eux, ce n'est pas un café qu'ils offrent, mais une séance de tir. Difficile de refuser, sous peine de les offenser. Justine et Jacob se servent des armes de leurs parents depuis qu'ils ont 4 ans. Ils font la fierté de Teresa, leur mère. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez vos enfants tirer? Ça m'enchante et je suis très fière de les voir tirer. De voir qu'ils le font bien et que nous passons du temps ensemble, en famille. J'adore faire ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous tirez? C'est vraiment super comme sentiment. De savoir que vous avez un tel pouvoir, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est comme si on était enivré. Et toi, Jacob, ça te fait quoi de tirer? C'est rigolo. Ça m'amuse de tirer. C'est divertissant. Pour les enfants, c'est un jeu, un passe-temps comme un autre, mais pour les adultes, et Teresa en particulier, manipuler une arme va bien au-delà du simple plaisir. Le tir, c'est quand même quelque chose de très violent. Votre corps entier ressent la secousse. En quoi ça vous procure du plaisir? En fait, ça me donne un sentiment de pouvoir, d'énergie et de force. La sensation de l'avoir en main. C'est difficile pour moi de décrire ce que je ressens. Mais c'est vraiment amusant. Pour ces femmes et ces familles que nous avons rencontrées,
l'intérêt de l'individu l'emporte sur celui de la collectivité. Et tant pis si la prolifération d'armes à feu augmente le niveau de violence dans la société. À quelques semaines des élections présidentielles, un survivant du massacre d'Aurora a réalisé un clip vidéo diffusé sur Internet. Un véritable pavé dans la mare. J'ai reçu une balle dans le visage, mais je m'en suis sorti. Dans les 4 prochaines années, 48 000 Américains n'auront pas cette chance, parce qu'ils seront tués par des armes avant la fin du prochain mandat présidentiel. Ils seront assez pour remplir plus de 200 cinémas. Alors quand vous regardez les débats présidentiels, posez-vous cette question. Quel candidat présente un programme pour réduire la violence due aux armes? Exigeons un programme. Lors de la campagne électorale présidentielle, aucun des deux candidats ne s'est prononcé sur le délicat sujet des armes. Et Barack Obama, réélu président des États-Unis, n'a pas prévu de s'attaquer au deuxième amendement, si cher aux Américains et aux Américaines.